Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km avec le tout nouveau Toyota BZ 2026 dans sa version XLE 4 roues motrices, batterie de 77 kWh. Le Toyota BZ, c'est la refonte du BZ 4X. Premier véhicule électrique chez Toyota, ça a été un début difficile lorsqu'on a fait le défi 500 km il y a de cela 2 ans. Piètre performance, il est encore bon dernier dans notre charte. Sur papier, Toyota dit qu'ils ont adressé la plupart des problèmes qui causaient une piètre performance de véhicules électriques ainsi qu'une piètre performance hivernale. Donc, ça va être super intéressant d'aller voir si ce que Toyota dit est vrai. Avant de faire le défi 500 km, on va faire la revue tout le tour. Je vais vous montrer ce qui a changé parce qu'en dehors de la performance et des composants mécaniques, il y a quand même des aspects du véhicule à l'extérieur et à l'intérieur qui ont changé. Donc, allons-y. À l'extérieur du BZ, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la calandre à l'avant a été changée. L'agencement des phares, maintenant, on a les feux de route qui ont été séparés des feux de jour. Avec une signature lumineuse quand même intéressante, ça s'harmonise beaucoup avec tout ce qui se fait maintenant chez Toyota. D'un point de vue de profil, du côté, il n'y a pas grand-chose qui a changé. On a des roues de 18 pouces sur cette version XLE avec des enjoliveurs aérodynamiques. Et à l'arrière, une signature lumineuse aussi différente, un nouveau badge BZ. Mais c'est pas mal ça. Et l'aileron arrière a été modifié du BZ 4X. Ce que Toyota dit, c'est qu'ils ont essentiellement redesigner complètement l'architecture du véhicule électrique. On est quand même sur la même plateforme ETNGA où maintenant on a le Toyota CHR, le Toyota BZ Woodland qui est la version allongée Station Wagon du BZ et le BZ. Important de mentionner que le nouveau Highlander électrique qui a été dévoilé il y a de cela peut-être un mois est sur la plateforme modifiée du Grand Highlander, donc c'est pas la même chose mais il partage des composants. Dans cette version, on a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière. Et la batterie, je vous rappelle, comme au début, 77 kWh. Sous le capot du BZ, clairement, vous voyez, on n'a pas de coffre avant, de frunk. C'est typique des véhicules japonais, je vous dirais. Sont habitués de faire des véhicules avec un moteur à l'avant. On n'a pas construit de nouvelle usine pour faire le BZ. On utilise qu'est-ce qu'on a. Écoutez, c'est comme ça. Qu'est-ce qui a changé, par contre? C'est une refonte complète du système de thermorégulation. Donc ici, vous voyez, on a des échangeurs de chaleur surdimensionnés. On n'avait pas ça dans le BZ avant. On a du préconditionnement en route. On a du préconditionnement qu'on peut débarrer manuellement. On a une thermopompe plus puissante. On peut réchauffer la batterie. Dans le fond, on est allé se mettre où est-ce que le reste de la compétition est. Restera à le tester. Mais ça, c'est les gros changements ici. Aussi, puissance en hausse. On a 337, 338 chevaux, la puissance totale dans cette version de moteur. 116 chevaux à l'arrière. Puis 221 à l'avant, plus ou moins 1 chevaux. Très bien, on verra ça dans l'essai routier, non pas dans le défi 500 km plus tard dans la vidéo. Qu'est-ce que ça donne? Sous ce panneau d'aluminium, on a le DC to DC converter, terme anglais. Dans le fond, c'est l'onduleur pour les moteurs électriques. Et essentiellement, on est allé chercher des transistors en carbure de silice, donc beaucoup plus efficace. Donc, moins de pertes lorsque le véhicule se déplace sur la route. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec les forces aérodynamiques ou le poids du véhicule, mais d'un point de vue de transfert de l'électricité de la batterie au moteur électrique, on a moins de pertes de ce côté-là. On va regarder notre plaque signalétique. Donc, c'est un véhicule manufacturé par Toyota Motor Corporation au Japon, donc véhicule de fabrication japonaise, batterie japonaise aussi. Je ne sais pas si le manufacturier, c'est encore Panasonic. Ça serait à vérifier. Je vais vous l'afficher dans l'écran si je trouve l'information. Et vous voyez, le poids brut avec les passagers, 2585 kg. Donc, on peut mettre un peu plus de 500 kg dans le véhicule parce que le poids, la masse nette, c'est 2025 kg. Et, numéro de série, regardez, c'est le 498e BZ qui est sorti de cette usine-là. Donc, on est dans le début de la série. Espace cargo. C'est assez généreux, vous allez voir. Là, on va ouvrir le haillon motorisé. Pas mal standard dans le reste de l'industrie. Seuil de chargement relativement bas, ça c'est quelque chose que Toyota fait bien. Par contre, au détriment de l'architecture de la suspension à l'arrière, ça c'est typique RAV4. C'est là qu'ils vont faire le compromis d'ingénierie pour vous offrir, malgré tout, un bel espace de chargement. Sous le sous-plancher, on peut ranger le cache-bagage. Ça c'est bien, on a ça aussi dans le nouveau RAV4 2026 et on peut ranger le câble de recharge, balai à neige et tout ça, c'est bien. Comme je vous disais, bel espace de rangement, relativement long. C'est sûr qu'avec le haillon, c'est très en angle pour le coefficient d'aérodynamique.
Donc, on ne peut pas loger autant, là, par exemple, qu'un RAV4 parce que c'est comme le penchant. Il va falloir aller dans le BZ Woodland pour aller chercher plus d'espace puis se rapprocher du RAV4. Par contre, on va rabattre les sièges à plat. Puis avant des rabattre à plat aussi, on peut ajuster la banquette. Là. Il y a un angle supplémentaire. On voit ça aussi dans plusieurs véhicules là, VUS compact japonais. C'était juste pour vous le mentionner. Donc, rabattage à plat. On a un angle. Par contre, on n'aura pas de bosse ici. Donc, glisser les objets, là, ça va se faire tout doucement. Ça va bien se faire. Donc, ici, très bien. Je n'ai plus le souvenir si le BZ4X, c'était comme ça. Je suppose que oui, mais bon. Vous voyez, là, on peut loger, on peut mettre des vélos de montagne. Là. C'est relativement correct. Et ici, vous ne le voyez pas, mais on a une prise 120 volts à courant alternatif, là, comme à la maison. Donc, ça, c'est très bien. Là. Et aussi, on peut, dans l'interface, le mettre en mode utilité. Donc, un peu comme les véhicules EGMP chez Hyundai. Vous allez pouvoir exporter du courant avec le BZ. Prenons place à l'arrière du BZ. Le siège est à ma position de conduite. Je mesure 175 cm pour ceux qui étaient curieux. Bon dégagement à la tête, espace pour les jambes, c'est très bien. Bottes d'hiver peuvent aller sous le siège, donc des gens plus grands ne seront pas gênés. J'aurais aimé avoir que le bas du siège soit un peu plus en angle, mais on va accepter. 2 bouches d'aération qui sont contrôlées par l'avant et 2 ports USB-C. Accoudoir. Somme toute, je pense qu'ici, c'est plus l'espace et l'espace pour les jambes, l'espace pour la tête qui est digne de mention parce que le reste, c'est assez de base. Ici, on a une surface moussée. Félicitations, Toyota. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça dans un véhicule à l'arrière. Surface moussée ici, mais ici, c'est plastique dur. À la fin, hein, c'est un véhicule Toyota. Toyota, c'est pas dans sa philosophie d'offrir des plastiques moussés un peu partout. Port de recharge du BZ. Côté passager à l'avant, vous remarquez, on est rendu au port J3400, communément appelé le port NACS. Il y a un adaptateur là, NACS à CCS et J1772 à NACS qui est fourni avec le véhicule. En tout cas, fourni avec le véhicule de presse. On verra si c'est en option. Puissance maximale de recharge, 150 kW et on nous dit 10 à 80 % autour là, de 28 minutes. J'ai hâte de voir la courbe. Est-ce que c'est un peu comme la Nissan Leaf, full ampérage et c'est très plat jusqu'à la fin, ce qui serait préférable? Et 26 minutes pour mettre cette quantité d'énergie-là, je crois que c'est le cas, mais ça va être quelque chose qu'on va découvrir ensemble dans le défi 500 km. Évidemment, contrairement à la Leaf, la recharge niveau 2 se fait aussi de ce côté-là. On est maintenant dans le poste de pilotage du Toyota BZ. Essentiellement, c'est pareil là, si je recule ma caméra au Toyota BZ4X. Par contre, des petits changements. On a 2 chargeurs sans fil ici. Ça, c'est bienvenu. Ça n'a pas changé, levier de vitesse. On a un bouton X-Mode maintenant qu'on peut ajuster là, pour la traction hors route, mode éco, système de traction, auto-maintien, frein à main, 2 porte-gobelets et une console style Lexus qui s'ouvre des 2 côtés et avec un double fond où est-ce que vous avez votre manuel du propriétaire parce qu'il n'y a pas de coffre à gants ici. Et aussi, on n'a plus la surface radiante qu'on avait de base dans le Toyota BZ là, qui permettait de chauffer les jambes et les genoux des passagers. Ça, c'est maintenant juste dans la version Limited. D'un point de vue de matériaux, surface moussée ici. À l'avant, c'est bien. Même ça ici, j'aime la petite surface texturée moussée. On a de l'éclairage ambiant qu'on peut configurer. En ce moment, il est mauve. Ce qui a changé aussi, on a un écran d'infodivertissement beaucoup plus gros. C'est le même qu'on avait dans le Toyota RZ au début. Maintenant, tous les véhicules sur la plateforme ETNGA ainsi que les véhicules Subaru ont cet écran. Mais le volant petit diamètre qui obstrue la vue du combiné d'instruments, lui, il est encore là, n'a pas changé. Mais en réalité, le truc, c'est de mettre son volant beaucoup plus bas qu'on le ferait et de regarder vers l'avant. Ça, c'est vraiment l'agencement Tesla où, effectivement, les véhicules Tesla aussi ont un petit volant qui est mis beaucoup plus bas puis on regarde à l'avant. Moi, je suis habitué, mais effectivement, pour certaines personnes qui sont habituées de voir la vitesse au travers des branches du volant, on est un peu mêlé. Et aussi, fait intéressant, véhicule japonais, on peut laver les phares ici. Mais sinon, qualité d'assemblage, c'est bien. On n'a pas de toit en verre. Ça, c'est dans les versions plus cossues. Et aussi, on a une sellerie là, cuirette et tissu dans cette version XLE. Ce que j'aime, par contre, c'est que position de conduite très facile à obtenir. Là, une position de conduite confortable pour ma morphologie. Puis le dessus, c'est correct. Aussitôt qu'on démarre les sièges chauffants, ça va beaucoup plus vite que si on avait là, une surface en cuirette synthétique. On va parler maintenant du planificateur de trajet dans le BZ. Il nous vient via CarPlay. Ça, c'est une technologie qui est disponible sur plusieurs véhicules, mais pas tous. Mais tous les BZ4X et les BZ, incluant tous les autres véhicules électriques Toyota maintenant qui ont sorti,
sont disponibles avec un planificateur de trajet CarPlay embarqué. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Donc, Rimouski, c'est la destination que j'utilise toujours. Le véhicule va vous sélectionner des arrêts de recharge optimisés. Vous voyez, on en a un ici, mais je crois qu'il y en a un de plus à faire. On va le laisser. Et voilà, on doit arrêter au Madrid, circuit électrique, et un peu plus loin, là, à la Pocatière, circuit électrique. Dans l'application Toyota qui, je mentionne, est très, très bien faite, rapide, fonctionne bien, on peut sélectionner ses réseaux de recharge préférés. Donc, moi, ici, j'ai mis circuit électrique, réseau Tesla, là, vu le port NACS sur le véhicule, puis ça va choisir l'itinéraire approprié. Ce qui est inconnu ici, puis j'ai envoyé une demande de renseignement à Toyota, est-ce que le préconditionnement en route se fait automatiquement dans Apple CarPlay EV Routing, qu'on appelle? Je l'ignore. Donc, pour le défi 500 km, je vais aller le démarrer manuellement. On appuie sur la petite voiture ici. Battery Preconditioning, si je suis capable de cliquer dessus. Et on appuie ici. Et dans le combiné d'instruments, il dit qu'il est actif. Là, puis si on fait back, on a le petit voyant orange ici qui mentionne qu'il est actif. Mais là, il y a un autre point un peu bizarroïde ici. Là, on est dans le système de navigation embarqué qui vient avec le véhicule. Le préconditionnement en route, à date, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est qu'en utilisant l'application Toyota, en trouvant une borne du réseau approuvé Toyota qui est Tesla Supercharger, Flow et autres réseaux qui sont majoritairement aux États-Unis, on peut envoyer la borne à l'intérieur du système de navigation et lorsque le véhicule fait l'itinéraire, le préconditionnement de la batterie démarre, on le voit dans le combiné d'instruments. On ne peut pas appuyer sur une borne de recharge. Là, il ne la prendra pas comme une borne de recharge rapide. Les filtres à l'intérieur du système de navigation sont 0, puisque la borne de niveau 2 qui est ici, dans mon quartier, il la considère comme une borne de niveau, une borne rapide. Donc, ça ne fait aucun sens. Je vous conseille de ne pas utiliser ça, d'utiliser Apple CarPlay et de démarrer le préconditionnement manuellement. On est maintenant rendu au clou du spectacle, le défi 500 km avec le BZ. Si vous êtes nouveau à Plus de Millage et vous ne savez pas c'est quoi le défi 500 km, c'est très simple. C'est un défi d'autonomie et de recharge rapide chronométrée, toujours sur le même itinéraire. Donc, essentiellement, plus tard cette semaine, tôt le matin, je vais quitter l'arrondissement La Salle à Montréal et je vais me diriger vers la tête des ponts à Québec via l'autoroute 20. Rebrousser chemin juste avant les ponts Pierre-Laporte et Pont de Québec. On va recharger si on a de besoin. Je soupçonne qu'on a besoin de recharger. Une recharge, deux recharges, je ne le sais pas. On va tout documenter ça. Et on revient au même point de départ. Ça fait 500 km. On arrête le chrono. On a notre temps total. Et aussi, lorsque le défi 500 km sera terminé, on va avoir consommation, coût de toutes les recharges, vitesse moyenne, là, tous les renseignements. Là. Dans la prochaine scène, je vais avoir au moins 100 km de parcouru. Puis je vais avoir une mise à jour pour vous là, pour la suite du défi 500 km. Donc, bienvenue dans la partie défi 500 km de cette revue du Toyota BZ 2026. Je vous rappelle, c'est la version XLE 4 roues motrices. Premièrement, fondamentaux. On se répète, on a une batterie de 77 kWh, voltage nominal autour de 360-380 volts. Là. On va le voir lorsqu'on va arrêter de recharger. On a une autonomie NRCan de 468 km dans ce modèle spécifique. Et la cote de consommation, là, les consommations, vous êtes toujours intéressés de savoir ça. Sur l'autoroute, c'est 19,1 kWh par 100 km, combiné 17,3 et en ville, 15,8, donc assez bas. Voudriez-vous deviner la consommation actuelle? Je vais vous donner les conditions. Avant, il fait moins 10. On a un vent de face d'à peu près 15 km/h. Et je roule 113 km/h, mais sur le GPS, c'est 110. Là, vous comprenez la règle du défi 500 km, c'est 110 km/h sur le régulateur de vitesse. La consommation, c'est 27,5. Je suis un peu déçu. Je m'attendais dans les conditions à faire 23-24. Là, je suis à 27,5. Climatisation entre 20 et 21 degrés en automatique. Mode réco. Et aussi, après avoir calibré l'odomètre, le véhicule surrapporte de 0,7 %. Donc, le défi 500 km va se terminer à 503 km, pas 500. On va arrêter de recharger à la station le Recharge Sprint. C'est une station 280 kW 800 volts, 140 kW 400 volts. Donc, on devrait aller chercher quelque chose d'intéressant avec le véhicule. La puissance de recharge maximale, c'est 150 kW. Puis, il y a un temps de recharge 10-80 % en 28 minutes. Ça, c'est ce que Toyota nous dit. Et là, je n'ai pas Car Scanner puisque le profil
pour le BZ 2026 n'est pas encore configuré, n'est pas encore fonctionnel. Tout ce que j'ai, c'est des informations sur la vitesse et la pression des pneus, donc ça ne nous donne rien. Donc en ce moment, on est aveugle. On n'a aucune idée de la température de la batterie. Oui, elle était chaude lorsque j'ai quitté la maison. Peut-être 10-15 degrés Celsius, c'est mon estimation. En ce moment, on navigue avec Apple CarPlay EV Routing. Donc là, je sais qu'à mon point d'arrêt, j'ai 22 % à l'arrivée. OK, pas de problème. Et Apple CarPlay, j'ai la confirmation de Toyota maintenant, ne démarre pas le préconditionnement. C'est seulement une indication du pourcentage à l'arrivée, mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc, on va démarrer le préconditionnement de façon manuelle. Toyota m'a donné des indications. Le véhicule va faire fonctionner le préconditionnement au maximum durant 1h15, donc 75 minutes. La température où est-ce que le préconditionnement s'arrête, c'est 25 degrés Celsius, donc c'est une batterie qui à 25 degrés va aller chercher sa puissance maximale. Toyota m'a dit aussi qu'avec la reconnaissance vocale, on peut mettre un arrêt de recharge là, sur notre route. Il y a seulement en ce moment les superchargers au Canada qui fonctionnent pour ça, parce que tous les autres réseaux qui fonctionnent sont aux États-Unis. C'est Iona, EVgo. C'est pour ça qu'on va le faire comme quand on roule avec des véhicules EGMP, Hyundai, Kia. On va le démarrer manuellement. Puis là, avec la température, puis là, c'est juste une question d'expérience que j'ai. Je crois qu'on va démarrer ça là, 45 minutes avant notre arrêt de recharge. Donc, ça devrait pas trop tarder, là, le démarrage du préconditionnement. L'autonomie va s'effondrer et la consommation va augmenter parce qu'il doit avoir un bon 4-5 kW là, de puissance là, pour chauffer la batterie. Ce qui va sauver le BZ, c'est la puissance de recharge rapide, c'est la durée de la recharge rapide. Et aujourd'hui, je vais tenter quelque chose. Si la session de recharge est bonne, à la recharge Sprint à Québec, je vais faire un arrêt de recharge. Mais si la puissance de recharge est faible, il va falloir arrêter à Saint-Louis-de-Blandford ou Saint-Germain-de-Grand-Am sur le supercharger pour essayer de booster ça le plus possible. Donc, prochain segment, on est à la station de recharge. Bon, on est rendu à la recharge Sprint à Lévis avec le BZ. On est branché. J'en ai beaucoup à dire parce qu'en réalité, bon, là, on recharge à 66 kW. Vous voyez le voltage, l'ampérage, c'est très bien. Le véhicule demande presque tout ce qu'il peut le demander. Nous sommes arrivés à 5 %, mais 5 % dans ce véhicule-là, c'est 0 %. 5 % dans ce véhicule-là, c'est 0 km d'autonomie, puis une puissance maximale qui n'est pas suffisante pour maintenir 100 km/h. Fait qu'encore une fois, là, je ne sais pas ce qui se passe avec le BZ. Parce que lorsque je calcule la consommation totale et je multiplie par la distance que j'ai parcourue, il resterait un plus que 10 kWh dans la batterie, mais là, non. Et là, ce qu'on me dit, c'est que le maximum que je peux aller chercher, c'est 59. Puis là, ça augmente tranquillement, pas vite. Et aussi, malheureusement, je n'ai pas pu préconditionner puisque lorsque j'ai démarré le préconditionnement 30 minutes avant cette borne, ben, je n'avais pas assez d'autonomie pour me rendre. Ben, je n'avais pas assez d'autonomie basée sur ce que Toyota dit. Est-ce que Toyota cache de la... Y a-t-il un gros tampon dans la batterie? C'est possible. Puis est-ce que Toyota est dissuasif pour pas que vous manquiez d'autonomie? Écoutez, j'ai pas de car scanner, donc je le sais pas. Donc là, on va faire une petite recharge. Donc on est encore dans la recharge. Il y a une nette amélioration comparée au BZ4X puisque, comme vous pouvez voir, là, la puissance de recharge monte graduellement parce que la batterie se réchauffe et je n'ai pas préconditionné, il fait quand même moins 13. On a une vitesse beaucoup plus haute qu'un BZ4X original. Donc, il y a une amélioration, mais est-ce que c'est à ce que je m'attendais? Non, puisque je n'ai pas été en mesure de préconditionner parce que pour une raison que j'ignore, j'avais pas assez de jus dans la batterie, mais encore une fois, les calculs que j'ai faits montrent qu'il me restait au moins 15 kWh dans la batterie, donc je crois qu'il y a un tampon immense, encore une fois, dans cette batterie-là. Le BZ est en train de se racheter. Là, regardez, là, on est rendu à 129 kW sur la borne ChemPower à 30 %. Et dans mon combiné d'instruments, 119. Puis maintenant, Toyota montre aussi un maximum. Là, ça, j'utilise le chauffage, donc OK. Écoutez, c'est pas parfait, mais c'est nettement mieux que ce que nous avions avant. Et là, étant donné que
apparemment qu'on manquait d'autonomie, tout ça. Il faut se rendre au point de retournement avant de retourner vers Saint-Louis de Blandford. On a seulement fait que 242 km. Puis habituellement, la plupart des véhicules qu'on fait le défi 500 km, on se rend au point de retournement. Puis il nous reste 10, 15, 20 % de batterie. Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. On vient de quitter la session de recharge sprint. On a mis 40 % dans la batterie. Je ne me souviens plus de la quantité de kilowattheures, je m'excuse. La session de recharge a commencé à autour de 60 kW. Ça a monté à 135. Donc ça, c'est mieux que le BZ4X, évidemment, parce que le système de thermorégulation a dit non, on va chauffer la batterie, on va augmenter la puissance de recharge, comme une voiture électrique normale ferait. Donc ça a pris 21 minutes de mettre 40 % dans la batterie. Là, on a 92 km à parcourir. On s'en va à Saint-Louis-Blandford sur le Supercharger. J'espère que ça va être une meilleure session de recharge. Ça devrait faire du sens que la batterie doit être chaude en ce moment. Et voilà, ça a coûté 20 $ la session de recharge. Et on continue. Prochaine étape pour vous dans la revue, bien là, ça va être Alexandre à Montréal qui va faire une petite balade puis qui va vous parler du comportement routier du BZ. Et ensuite, ça sera la session de recharge à Saint-Louis-Blandford. Au volant du BZ, la première chose qu'on remarque pendant que je fais une petite glisse ici dans le stationnement vide, c'est que la performance hivernale est vraiment intéressante. On peut désactiver l'entièreté du système de traction et de stabilité, ce qui nous permet de faire de la glisse là, sans problème. Ça m'impressionne beaucoup et c'est vraiment facile à manier. Beaucoup de véhicules ont de la difficulté à faire ça, puis les systèmes sont trop intrusifs. Donc ici, très bon Toyota pour ceux qui aiment s'amuser l'hiver. Pour ce qui est du reste du comportement routier, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait dans le BZ4X. Je vous dirais que la suspension est beaucoup plus du côté confortable que sportive. Ce qui, pour les routes au Québec, ça fait du sens. Regardez, on va passer sur une route un peu endommagée. Ça brasse pas trop pire et, évidemment, lorsque ça fesse dans le trou, c'est pas si mal point de vue insonorisation, mais ce n'est pas le véhicule le plus insonorisé là, de la catégorie. Ce qui est impressionnant, c'est la puissance. Honnêtement, lorsque j'appuie à fond, honnêtement, ça avance. Je vous dis pas qu'on est dans un véhicule 0-100 en 3 secondes, mais avec le BZ, ça déménage, ça va vite, facile à dépasser. Sous 100 km/h, vous avez énormément de puissance. Donc, j'ai rien à dire. 337 chevaux, c'est relativement intéressant. Et le poids du véhicule, 2024 kg. Je crois que c'est le deuxième plus léger là, dans la catégorie. Le modèle Y étant à 1900-1890 kg. Donc, on est très, très proche du plus léger de la catégorie. Donc, à 337 chevaux, ça fait pas mal de sens, l'accélération. Autre fait intéressant dans le BZ qu'on n'avait pas dans le BZ4X. Dans le BZ4X, on avait un bouton pour la conduite à une pédale. Maintenant, ce qu'on a, c'est des palettes au volant, donc style véhicule Hyundai. Essentiellement, lorsqu'on appuie sur la palette moins, on augmente le freinage régénératif. Là, je suis au maximum. Ça freine beaucoup. Et lorsqu'on fait la palette plus jusqu'au bout, essentiellement, il n'y en a presque pas de freinage régénératif. Et si on appuie longtemps sur plus, on tombe dans un mode qui est comme automatique où c'est mitoyen, le véhicule va décider en fonction de la situation c'est quoi le meilleur freinage régénératif à utiliser. Ce n'est pas le véhicule avec le plus de sensations côté direction, mais je vous dirais que c'est neutre. Ça se place très bien, mais feedback dans la direction, il n'y en a pas. C'est typique, je vous dirais, des véhicules Toyota. Un véhicule qui roule bien, c'est doux, c'est confortable, mais on n'est pas dans la version sportive du segment. T'sais, le Mach-E, c'est le véhicule qui se conduit mieux là, du segment, là, des véhicules grosseur Ioniq 5, modèle Y, Volkswagen D4. Le Mach-E, c'est lui qui se conduit le mieux. Le Mach-E, c'est en même temps le moins fiable de la gang, donc c'est comme il faut choisir. Le BZ, c'est la Toyota de la gang. Hein? Confortable, fiable, sans histoire, intérieur très terne. C'est ça. Nous sommes à la station Tesla Superchargeur à Saint-Louis-de-Blandford. On s'est branché à 4 %, puis on a commencé à 80 kW, donc c'est mieux que tantôt. Mais bémol, ça fait maintenant 30 minutes que j'essaie de démarrer la recharge. Le véhicule avait la fonction brancher, recharger, d'activer. J'ai fait ça là, v'là 3 jours. J'ai validé que ça fonctionnait, le mode de paiement était là. Je me suis branché, il ne se passait rien. J'ai dit, bon, pas de problème, je vais initier la recharge manuellement avec l'application Tesla. Rien. J'ai dit, bon, pas de problème, on va aller sur la borne 350 kW de circuit électrique du juste dernier mois.
J'y vais là, je mets mon adaptateur, je me branche. Et rien. Là, ça commençait à devenir bizarre. Pour une raison que j'ignore, le véhicule s'était désinscrit à la fonction brancher-recharger. Je l'ai réinscrit. Puis évidemment, tout ça fonctionne avec le réseau cellulaire. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Je me suis redirigé à la borne superchargeur. Je me suis branché, rien. Donc là, j'ai tout arrêté ça. J'ai verrouillé le véhicule. Je me suis éloigné avec la clé. J'ai redéverrouillé le véhicule. Et là, je l'ai branché. Et là, si j'appuie sur le frein, il faut que j'ouvre la porte. Ah ouais, on charge encore. Là, on est rendu presque à 100 kW. J'ai de la misère à vous dire c'est quoi le problème. Mais j'ai pas l'impression que c'est un problème de superchargeur et de brancher-recharger parce que même 2 fois, j'ai essayé de démarrer le circuit électrique et ça ne fonctionnait pas. Donc, et la seule chose que je n'ai pas fait, c'est verrouiller le véhicule et le déverrouiller. Comme si le véhicule lui-même était pris dans une boucle infernale d'un point de vue de programmation et ne pouvait jamais démarrer la recharge. Donc, on a 30 minutes de déduction à faire ici, qui, on ne sait pas c'est de la faute à qui, mais écoutez, on va continuer. Ah, voilà! Enfin, on a atteint d'une certaine façon là, la puissance maximale. Donc, ouf! Phew! OK. C'était une aventure. Faut pas paniquer. Faut prendre son temps. Puis l'adage des voitures, verrouiller le véhicule, éloigner la clé, c'est souvent une solution miracle. Donc voilà, on va recharger, on va se mettre assez d'autonomie pour terminer le défi 500 km, mais c'est bien la première fois que j'ai autant de difficultés à recharger un véhicule. Écoutez, je comprends pas encore ce qui s'est passé, mais bon, on recharge, c'est ça l'important. Donc, on vient de quitter Saint-Louis de Blandford après notre deuxième recharge qui, ma foi, a été assez laborieuse. 30 minutes de déduction là, avec les problèmes de connexion qu'on a eu sur le circuit électrique ainsi que le réseau Tesla Supercharger. Mais bon, c'est la vie. Reçu de recharge, donc on a chargé de 4 à 75 en 33 minutes. On a atteint la puissance maximale de recharge de 150 kW. J'ai vu 149, 146 là, pendant un certain temps. On a mis 52,4 kWh dans la batterie. Ça nous a coûté 19,39 $. Donc, c'est ça, quand même assez difficile. Il n'y a pas réellement 52 kWh qui est entré dans la batterie. Là. Probablement que c'est plus un genre de 48 kWh après les pertes. Mais tout ça pour dire qu'après avoir calculé plusieurs fois la consommation du véhicule, les pourcentages de batterie, l'énergie qu'on a mis, Toyota se garde un 8 à 10 kWh passé sous zéro, sous toute réserve. Mais sinon, tout ça fait aucun sens parce qu'en réalité, comme ce matin, en essayant de me rendre à Québec, j'ai consommé beaucoup plus d'énergie que ce que le véhicule affiche. Donc là, il y a deux choses. Soit que le véhicule ment sur la consommation puis on est 2-3 kWh par 100 km plus élevé, ou le véhicule a 8 à 10 kWh de réserve sous 0 %. Dans la spéculation. Mais ce 8 à 10 kWh-là, s'il est vraiment un tampon, il faudrait qu'il soit débloqué parce que c'est quand même un bon 30-40 km là, dans les conditions que nous avions aujourd'hui. En tout cas, prochaine scène pour vous, ça va être les résultats du défi 500 km. Donc, on est finalement retourné à Montréal. Le défi 500 km est terminé. Un temps total de 5h45 après la déduction de 30 minutes avec les problèmes de recharge qu'on a eu à Saint-Louis-de-Blandford. Mettons, sur le nouveau trajet, là, Autoroute 20 Montréal-Québec, c'est l'avant-dernier véhicule. Le dernier véhicule étant le Kona EV 2025. Là. Je vais être honnête avec vous, je m'attendais à 5h30. Un temps là, qui aurait été... il aurait été à la même position s'il avait fait 5h30. Puis même, certains d'entre vous, là, dans les commentaires, avaient dit on estime 5h30. Donc, on s'est trompé de 15 minutes, mais la position dans le palmarès, dans la charte, est à la même place. Puis si on regarde le résultat global, en oubliant que l'itinéraire était complètement différent, la vitesse moyenne était plus élevée en Ontario, c'est plus vite que le BZ4X 2023 que j'ai essayé, qui était traction d'ailleurs, la première version, puis la température, même chose. Je vous dirais que j'y crois encore maintenant, là, même après avoir terminé le défi, que je crois que Toyota a un immense tampon sur la batterie parce que c'est inconcevable. Là, le premier trajet que j'ai fait, là, Montréal jusqu'à la station de recharge à Saint-Nicolas, Lévis, peu importe. Si on multiplie la consommation par la distance parcourue, en enlevant l'erreur, bien, il y avait encore 10 kWh dans la batterie. Fait que là,
je comprends là, qu'on veut sécuriser les gens puis on veut prolonger la vie de la batterie à l'infini. Mais on a perdu un gros morceau là, d'autonomie ici. Puis j'aurais perdu beaucoup moins de temps, surtout aussi que j'ai dû, à la moitié du trajet, ralentir ma vitesse parce que je savais que je ne me rendais pas. Je n'ai pas pu préconditionner, donc la session de recharge n'a pas été mauvaise à Lévis, mais quand même, elle aurait pu être bien meilleure. Donc là, on a perdu du temps ici. Deuxième session de recharge, je la considère parfaite. On a mis 71 % de batterie en 33 minutes. Donc, on a respecté, on est à peu près la même chose. On a respecté ce que Toyota dit. On avait préconditionné, ça c'est correct. Là, ici. Mais là, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un problème avec brancher, recharger et même juste se recharger en s'authentifiant manuellement. Et là, avec du recul, le réseau sans fil à Saint-Louis-de-Blandford, cette journée-là, à ce moment-là, était extrêmement faible. Et là, je crois que c'est ça qui est arrivé. Difficile pour mon téléphone d'authentifier aux bornes, que ce soit d'authentifier avec Plug and Charge ou que ce soit avec la borne circuit électrique. Et c'est pour ça que j'ai retiré 30 minutes, parce que ça n'a aucun rapport avec le véhicule. Là. Parce que là, on a essayé 2 réseaux de recharge distincts et on n'était pas capable de recharger. Puis ça met de l'emphase sur s'il n'y a pas de réseau, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, j'ai ma carte de circuit électrique, mais Plug and Charge, je ne sais pas pourquoi il s'est désactivé et ça n'a pas pu s'authentifier. Là. Peu importe. C'est peut-être même moi qui ai fait une erreur dans la configuration préalable il y a 3 jours. Donc, et c'est pour ça que je retire là, le 30 minutes directement. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux. Mais le BZ4X, fondamentalement, les défauts, excusez-moi, j'ai dit BZ4X, le BZ, fondamentalement, ses défauts qui a mené au BZ ont été réglés. Essentiellement, c'était que la recharge rapide, c'était un enfer. Lorsque il n'y avait pas de préconditionnement, là, ça fonctionne comme un véhicule électrique normal. Va falloir va falloir améliorer le planificateur de trajet. Je ne sais pas si cette génération-là du BZ va bénéficier de ça parce que ça va nécessiter une refonte totale du système d'infodivertissement, mais on verra. Donc, pour conclure, il faut savoir combien coûte le BZ et j'ai mon ordinateur portable ici. Donc, nous sommes dans la version XLE 4 roues motrices. La version de base du BZ, qui est traction, a une batterie plus petite. Et là, j'ai comme peur, est-ce qu'on a la même quantité de tampons? L'autonomie ne doit pas être très bonne, ce modèle-là, donc oubliez-le. La gamme commence avec celui-ci, le XLE 4 roues motrices. Prix de départ, c'est 56 000 $ transport, préparation inclus. Et avec les taxes, le comptant, 58 778 parce que il y a une subvention gouvernementale de 2 000 en ce moment, en mars 2026, et Toyota offre 4 000 $ d'incitatif, comme on dit en anglais, cash on hood, sur le véhicule. Donc, demain matin, vous iriez dans un concessionnaire Toyota, il y avait un BZ identique à celui-ci. Dans la cour prêt à livrer, bien, ça vous coûterait, si vous faisiez un chèque, 58 778. Et si vous le financiez 72 mois à 1,99 % qui est le taux actuel, on est à 867 $ par mois. Et une location, j'aime bien regarder que les véhicules électriques, la location, 36 mois, 16 000 km par année. On pourrait peut-être mettre 20 000. On était à 860,95 $. Donc, financer 6 ans, louer 3 ans, 7 $ de différence. Fascinant, avec tous les incitatifs qui ont été ajoutés de la même façon. Écoutez, c'est ça le BZ 2026. Si vous avez un BZ4X, vous allez aimer le BZ parce que beaucoup de frustrations ont été réglées. Ça, puis c'est indéniable. Puis si tout fonctionne bien, avoir le réseau Tesla Superchargeur en renfort, ça l'aide beaucoup. Mais ça va être surtout si vous voyagez en Ontario et aux États-Unis, parce que le réseau du circuit électrique au Québec est assez robuste. Si vous avez un autre véhicule électrique et vous voulez changer au BZ, supposons que vous avez un Ioniq 5, vous allez trouver ça difficile. Si vous passez d'une Tesla à un BZ, vous allez trouver ça difficile. Et si c'est votre premier véhicule électrique, ça fonctionne, mais il va falloir que vous écoutiez plus de millages pour comprendre tous les trucs sur comment optimiser le véhicule pour être sûr que lors des longs trajets, ça se passe bien. Mais si vous l'utilisez comme véhicule que vous roulez seulement en ville, dans la région de Montréal, vous rechargez toujours à la maison, le BZ, c'est une voiture électrique parfaite, ça fonctionne très bien, belle puissance, très bonne traction l'hiver. J'ai trouvé que le système 4 roues motrices fonctionnait très bien. Donc, c'est pas mal ça. Toyota a adressé des problèmes, mais il reste des choses fondamentales pour une auto électrique moderne qui ne sont pas réglées. Et la question, c'est est-ce que Toyota va pouvoir faire une autre mise à jour avant qu'on change de génération? L'avenir nous le dira.